Bonjour, soyez la bienvenue au webinaire Varnish Software. On va encore attendre un petit peu jusqu'à ce que tout le monde soit là et je pense qu'on commence en 2 minutes. Voilà, merci. Et encore, je vous souhaite la bienvenue ici à notre webinaire avec Boursorama. Moi, je m'appelle Thijs, je suis l'évangéliste technique ici chez Varnish Software et j'ai l'honneur et le plaisir de vous accueillir ici, mais aussi de vous introduire à Olivier. Bonjour Olivier, bienvenue. Bonjour, merci. Donc Olivier, quel est ton rôle chez Boursorama? Je travaille à Boursorama depuis 12 ans maintenant et je suis référent technique dans l'équipe d'architecture web. Voilà, et aujourd'hui, Olivier et moi vont avoir une petite conversation. Voilà l'agenda. Donc tout d'abord, Olivier va introduire Boursorama. Et comme la plupart des gens sont français, je pense que vous connaissez bien Boursorama. Moi, je suis belge, même pas francophone. Vous entendez, j'ai un peu un accent, je ne suis pas francophone du tout. Je ne connaissais pas Boursorama à l'époque, mais comme Boursorama est un client à nous, je les connais bien maintenant. Mais quand même, il y a des choses très intéressantes à dire, oui, n'est-ce pas, Olivier, concernant certains chiffres, les choses que vous faites. Tout à fait, tout à fait. Alors du coup, pour Boursorama, en fait, peu l'ignorent, mais c'est une start-up créée en 98, donc ça commence un petit peu à dater. Au tout début, c'était un portail d'information financier, donc c'était que de l'information en ligne. Ça a évolué progressivement en 2002 avec la fusion avec une société qui s'appelait Fimatech, qui était une filiale de la Société Générale. Donc, là, le trading a commencé à ce moment-là. Un peu plus tard, 2005, l'activité bancaire s'est diversifiée et on voit un petit peu la croissance. Aujourd'hui, on atteint 4,3 millions de clients sur la partie bancaire. Ce qui peut un peu différencier Boursorama d'une autre banque, c'est dans autre banque en ligne en tout cas, c'est une offre complète, une offre de banque au quotidien, des cartes bleues, des chéquiers traditionnels, on va dire, toute la partie bourse avec des comptes titres, des PEA, également de l'épargne, des crédits perso, immobiliers, également des assurances, maisons automobiles. Une offre vraiment diversifiée. Et l'activité bancaire a vraiment pris le pas depuis maintenant quelques dizaines d'années. Moi, je suis arrivé en 2010, je crois qu'on était à peu près aux 100 000 clients banques. Et on est, je crois, ce mois-ci à 4,2 millions, 4,3 millions de clients, avec quasiment chaque année une croissance à 2 chiffres. Mais donc maintenant tu parles de la croissance des gens, mais je pense que le portail aussi a connu une grande croissance et comme on voit les chiffres ici, c'est vraiment Voilà. impressionnant. Historiquement, voilà, Boursorama, c'était vraiment le portail d'information boursier, qui est assez connu et qui est toujours connu d'ailleurs pour ses forums, pour parler justement de toute l'activité économique et boursière. J'ai mis quelques stats pour les nombres de pages vues et autres. Ça reste un des sites majeurs d'actualité financière en France, qui a remporté, je vais un petit peu zoomer sur plusieurs titres. Alors, des titres dans le monde de la banque, forcément, Banque La Manchère, mais également des titres dans le digital, en termes de portail d'information, de baromètres, etc. En termes de catégories. Je vois là-bas World's Best Banks en France, donc c'est impressionnant hein, Oui, quand même. Donc. bon après, voilà, c'est des statistiques sur l'accessibilité, les applications, donc c'est des classements, je crois qu'en Europe aussi, c'est des choses. Toujours intéressant à avoir des prix. Derrière, faut avoir un site qui tient la route, qui soit rapide, qui soit efficace.
Et voilà. Vraiment, parce que user experience et UX, c'est super important aujourd'hui aussi au niveau bancaire, hein, sans doute. Voilà. Il y a un des prix qui n'est pas là même et que je trouve plutôt intéressant qu'on a eu cette année, c'est un des prix sur l'accessibilité web. Donc c'est assez intéressant pour optimiser la navigation à toutes les personnes qui handicapent. En termes de vocalisation de la matrice, d'adapter les contrastes, ce genre de choses. Et c'est un prix qu'on a eu tout récemment et qui a demandé quand même beaucoup d'adaptation du site. Ça ne se voit pas, mais c'est quelque chose dont on est assez fier récemment. C'était en avril ou en mars 2022, c'est assez intéressant. Donc, Et à toi et votre équipe, voilà. félicitations, je dirais. Donc l'équipe de Boursorama Web, hein, et donc comme je disais, c'est une startup nancéenne, donc on est basé à Nancy. On est à peu près une équipe de 10 admins techniques avec épaulé de 60 développeurs, que ce soit front, back ou mobile. Et bah, comme on l'a Donc, vu, pas à Paris, hein, Olivier. Donc, pas à une Paris. société qui se trouve pas à Paris. Alors, elle est à Paris pour tout ce qui est crédit, banque, service client. Important aussi de le dire que le service client est en France, à Paris. Et par contre, toute la branche technique qu'on va appeler web est basée sur Nancy, là où est en fait où est née la startup historique qui a créé le site d'information boursorama.com en 98. Donc on est toujours resté sur Nancy, la partie équipe technique, et puis la partie un peu plus commerciale, marketing, elle est à Paris. Donc on l'a vu avant avec tous les prix, forcément il y a beaucoup de projets, beaucoup d'offres qui se créent. Donc toutes ces offres, ça implique des millions de lignes de code et de modifications par jour. J'ai juste mis les stats pour dire que c'est une activité, une équipe qui vit vraiment au quotidien. Je vois ici 1700 pull requests par mois. Donc, au Oui, niveau de déploiement, ça se passe comment? C'est déploiement constant ou? c'est un déploiement, oui, plusieurs fois par jour, suivant les besoins, suivant les projets, suivant les bugs, hein, ça arrive aussi. Donc, on peut livrer quand on veut, soumis à validation forcément, mais dès que le code est validé, il y a des tests qui sont faits et c'est envoyé en production. Que ce soit les bugs fixes ou également, pareil, les nouveaux projets qui sont des recettes. Dès que la période de recette est validée et que le marketing dit OK, bah, le projet est livré assez régulièrement. Donc, les pull requests côté développement et côté production, c'est pareil. Dès que les tests sont faits, les serveurs sont mis à jour et on peut Mais il y a avancer. quand même un pipeline CI/CD, comme on dit en anglais. Donc, C'est c'est ça, bien voilà. réglé Bah, et automatisé, hein. il y a des pull requests qui sont faits dans des branches, les tests sont déclenchés et puis si tout est ouvert, on peut livrer. Oui, Donc, bien compris. on va revenir un petit peu du coup maintenant au site qui a évolué, hein, qui est le fil conducteur de cette présentation. Donc, je ne sais pas si beaucoup se rappellent, mais au début, Boursorama, en fait, ça ressemblait à ça. Un look un peu austère, année 2000, hein, bulle Internet. Au tout début du Allez. site, il n'y avait que de l'activité, que de l'information du coup financière, économique, au tout début. Alors, il faut savoir qu'à Boursorama, on intègre tout ce qu'on a comme tout ce qu'on présente aux clients, aux visiteurs. Donc, l'actualité est intégrée dans nos bases de données, mais également toutes les cotations. Et les carnets d'ordre, etc., sont injectés dans nos bases de données et on les redonne aux clients quand ils consultent notre site. C'est un volume C'est le d'informations. Wayback Machine, ça, que tu as utilisé pour visualiser tous Non, ça, les anciens sites? Non, ce sont j'aurais des pu, print mais screens que. voilà, des print screens qu'on se garde historiquement pour les présentations, justement, pour regarder d'où on vient et là où on est et où est-ce qu'on aimerait aller. Mais oui, on a chaque année un print screen du site qu'on peut ressortir. Donc, je ne les ai pas tous mis pour pas que ce soit trop lourd. J'ai pris un, je crois que c'est le premier à gauche, c'est le tout premier, et celui à droite, où on voit le première fois Boursorama Banque, d'être 2006-2007 à peu près, comme un prime écran. Et on voit toujours à peu près la même chose. On présente l'actualité, on présente les cours boursiers, on présente les palmarès de la bourse, avec forcément quelque chose, on essaie le plus de temps réel possible. Et on héberge ça, donc, du coup, comme je le disais, sur nos bases de données hébergées dans nos propres data centers. Donc le site a évolué. Là, on est à peu près en 2013-2014 hein, sur le screenshot qui est à droite. On retrouve toujours pareil. Donc le design évolue forcément toujours un petit peu. Mais on retrouve toujours un site unique, hein, le site boursorama.com, avec en haut l'espace de connexion pour se loguer, avec du palmarès et de l'activité. Alors, il faut Et savoir vous que dites que c'est hébergé chez vous et développé chez vous. Vous utilisez quel composant, quelle langue alors, pour créer ce portail? voilà, le site historique, depuis son lancement, est uniquement développé en PHP, avec un framework PHP avec des bases de données MySQL. Donc, on est en modèle 2 tiers. Hein, il y a juste une couche, un seul site, un gros monolithe qui va présenter toute cette information et qui va faire les interrogations nécessaires en base de données ou à nos partenaires.
Et ce qui arrive du coup à nos problématiques. Donc là, on est à peu près en 2013-2014 et on rencontre des soucis de scalabilité. Comme je viens de le dire à l'instant, on est en modèle 2 tiers et le site actuellement, la charge des serveurs est proportionnelle à l'audience. Donc, plus on a de visiteurs, plus ça va faire finalement des hits sur le moteur PHP qui va être coûteux en CPU et faire des requêtes en base de données. Alors, on peut mettre du cache un peu en base de données. On a mis aussi beaucoup de cache avec des scripts qui vont pré-générer finalement un certain nombre de blocs sur le site, sur les pages les plus parcourues, hein, l'actualité, les news les plus lues, le palmarès, etc. C'est des choses qu'on va essayer de générer toutes les minutes et qu'on va synchroniser sur tous les frontaux web. Et malgré ça, on rencontre des difficultés de scalabilité, notamment avec Fukushima en mars 2011. On se rend compte que quand il y a un afflux massif de visiteurs, bah forcément les serveurs sont dans le rouge. Au bout d'un moment, on commence à réfléchir. On se dit, bon, au bout de 15 ans Je d'un voudrais bien framework encore maison. parler du slide précédent parce que je vois en haut, ça ressemble à un cron job, Synchro C'est ça. Website SH. Et ben exactement, hein, c'est une cron job toutes les minutes. Alors, ça s'appelle pas comme ça s'appelait toutes les minutes.sh si on veut être précis. Et qui toutes les minutes.sh, bah, toutes les minutes, synchronise tout simplement, je crois qu'on avait 2000 ou 3000 fichiers pré-générés. Donc c'est tout simplement du PHP sérialisé qui va contenir l'info du bloc qui nous intéresse. Et donc le site faisait que des includes de fichiers PHP. Pour approcher un site qui est fluide pour les clients avec un semblant de dynamicité. Hein, parce qu'il faisait un F5, globalement, il avait une chance sur deux de rafraîchir de l'information, d'avoir l'actualité en cours. Et d'un point de vue Et charge tous serveur, ces ça fichiers marche. PHP représentent des blocs, des composants sur le site qu'on voit là. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Chaque bloc, plus ou moins, était un petit bout de fichier à inclure et qui fait qu'à la fin, on avait un site fonctionnel en essayant de limiter au maximum les bases de données, les requêtes en base de données pour justement tenir la charge lors d'événements, lors des visites. Parce que ces composants vont encore, ou les petits blocs vont encore devenir plus importants dans la suite de l'histoire qu'on va raconter, hein, je suppose. Ceux qui connaissent le design a un petit peu évolué, mais on reste toujours un site d'actualité comme d'autres. Hein, donc on doit présenter des actualités, on doit présenter des courbes, on doit présenter la valeur des différentes valeurs boursières à l'instant T. Donc voilà. Et surtout aussi, donc là on est en 2014-2015, donc l'activité bancaire commence à exploser. Donc je le disais à Fukushima, on a eu des gros incidents pour tenir le site. Donc un de nos soucis a été de dire qu'on a impacté finalement la connexion de nos clients bancaires à cause d'une forte activité boursière. C'est quelque chose qu'on voulait modifier. Donc on est à peu près voilà, en 2014-2015 et on se dit que le framework maison et le modèle qu'on a maintenant depuis plusieurs années a atteint ses limites et on va commencer un passage en mode 2 tiers, mode 3 tiers, pardon, modèle 2 tiers, modèle 3 tiers. On commence à envisager le fait de développer un tiers 1 uniquement dédié à la banque. Pour plusieurs raisons. Déjà, pour pouvoir séparer les deux, hein, pour se dire s'il y a de la charge sur un site, elle ne sera pas forcément sur l'autre site. Et comment dire partir de neuf en fait. Hein. Donc là, les développeurs, on va dire, se disent qu'est-ce qu'on fait maintenant bien en 2014-2015 et ils partent sur un système PHP Symfony. Donc, vous avez évolué On a comme je évolué, vois ouais. là, framework maison, direction Symfony. C'est ça. Et c'était quelle version de Symfony 2, Symfony 3? C'était quoi à l'époque? À Ou l'époque, Symfony 1 même? je ne saurais pas dire la version de l'époque. Je sais qu'on a fait au moins 3, 4, 5 depuis. Est-ce qu'on a commencé en 3? Là, du coup, il faudrait demander aux développeurs, je ne sais plus. Je ne peux pas répondre. Là, on est en 5, je Mais, sais. Mais après, je ne sais ah pas. oui, oui, oui. Mais à ce moment, donc, il y avait deux niveaux, deux tirs. Donc, le tir 1, c'est le développement du site même, ce que les gens vont voir. Et c'est correct que tiers 2, c'est API. Hein? Alors, à ce moment-là, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a 15 ans d'historique dans un framework maison, qui est du coup le tiers que tous les gens voyaient. Et le développement du nouveau tiers 1, finalement, va se baser sur des API qui sont finalement l'ancien framework, qui a toute la logique métier, de faire un virement, etc. C'était des logiques qui étaient déjà codées, donc elle ne va pas être réécrite. Et donc, tout simplement, cet ancien site, qui était notre site historique, va devenir l'API, et on va développer un tiers 1 devant ce site qui va appeler l'API.
Donc, pour ça que j'ai marqué transformation de l'ancien API qui va devenir… Et quelque chose qui est tout de suite, on a pensé donc à ce moment-là, c'est en fait, c'est quoi le site d'une banque? C'est dit que c'est assez facile en fait. C'est ce qu'on s'est dit au début. Après, on s'est rendu compte que c'est pas forcément vrai. Et finalement, une site d'une banque, c'est quoi? C'est un client qui se connecte sur un site, qui affiche le solde de ses comptes, qui affiche ses opérations courantes et ça a forcément d'autres fonctionnalités, mais ça va pas beaucoup plus loin. Et donc, ça nous paraissait à l'époque un candidat très idéal pour mettre du cash en place. À savoir, un compte bancaire n'a pas des mouvements tous les jours. J'ai mis une dizaine de mouvements par jour, mais grand maximum. Généralement, c'est plutôt 2-3. Les informations qu'on présente au client, son nom, son adresse, même ses bénéficiaires pour faire un RIB, pareil, c'est des choses qui n'évoluent pas dans le temps. Donc, on s'est dit, ben, parfait, mettons du cache finalement devant toutes ces informations-là. Donc, mettons du cache devant notre API et développons un tiers 1 qui va uniquement appeler cette API. Alors, Je vois ici temps réel entre guillemets. Donc, voilà. pour vous, c'est quoi temps réel? Alors, historiquement, si on prend le site d'autres banques, hein, ça a pu évoluer, mais en tout cas à l'époque, en 2014, quand on a fait le constat, on s'est aperçu que beaucoup de banques chargeaient finalement une liste d'opérations le matin. Donc, on allait sur le banque, même la Société Générale, hein, qui était notre maison mère. Finalement, eux, ils chargeaient une liste statique d'opérations le matin. Et si pendant la journée, bah, on faisait un virement à n'importe qui, notre liste d'opérations n'était pas mise à jour. Ça, c'est quelque chose que la Boursorama, on n'a jamais fait. Pour la partie bancaire, toute l'information qu'on présentait à nos clients était issue de requêtes derrière. Donc, requêtes back-office, donc nos CRM, nos partenaires, mais également back-office bancaire, c'est des AS400, des choses comme ça, et nos bases de données. Donc, quand je disais que la charge était proportionnelle aussi aux visites, c'était également la charge sur ces partenaires-là, où si on appuyait 5 fois sur voir mes opérations, bah, finalement, ça faisait 5 requêtes au back-office bancaire pour afficher les opérations, même si elles n'avaient pas changé. Donc, c'est pour ça que ce que j'appelais de temps réel, c'est qu'on ne cachait pas l'information à l'instant T. Il n'y avait pas de système de cache pour toute la partie banque. On a vu avant qu'il y avait du système de cache avec des fichiers pré-générés pour la partie portail d'information, mais il n'y avait pas de cache pour la partie banque. Donc ça aussi, bah, plus on avait de clients, donc on a montré là, la progression du nombre de clients, 100 000, 500 000, bah, plus cette croissance-là était forte, plus on mettait aussi finalement de la pression sur nos partenaires et nos back-office. Donc ça, on s'est dit, bon, pour qu'on arrive à la fois améliorer notre framework, notre capacité à travailler, et aussi à soulager nos partenaires. Donc, on a sauté sur le cache. Le cache sur l'API, donc c'est là où on a commencé l'aventure avec Varnish, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris. On s'est dit, bon, il faut qu'on mette du cache sur la partie HTTP et qu'on protège nos partenaires et qu'on apporte aussi une fluidité. Si on faisait qu'un tiers 1 qui faisait que des appels API à un tiers 2, mais que chaque appel API tiers 2 mettait 100, 300, 2 secondes à s'afficher, on aurait eu des performances très dégradées pour le tiers 1. Donc c'était vraiment l'objectif principal de mettre du cache devant l'API, les deux objectifs principaux, pardon, c'était apporter de la fluidité sur le tiers 1 et soulager nos partenaires. Donc ça, c'est les développements ont commencé, hein, donc je crois que j'ai mis 2015 le premier import à notre système d'industrialisation de Varnish, du module Varnish pour le configurer. Et les bonus qu'on a eu finalement à travailler avec Varnish au début, qu'on n'avait pas anticipé, on va dire, lors de la mise en place, lors de l'étude. Donc, il y a eu l'enrichissement des logs, le fait de passer finalement par un tiers 2 cache où le tiers 1 appelle un tiers 2, on peut injecter des logs à ce niveau-là. Donc ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité, un peu comme le tracing qu'on pourrait faire aujourd'hui, sauf qu'on était 7 ans en arrière, donc c'était intéressant. Et aussi quelque chose qu'on n'avait pas anticipé au tout début, à savoir cacher de l'information bancaire. C'est un peu plus compliqué de cacher une information statique, c'est à savoir qu'il faut cacher l'information, donc le solde du client X est de tant d'euros, mais il faut aussi cacher le fait que la future requête qui va interroger cette information ait le droit de la voir. Et donc pour ça, on a mis en place un mécanisme avec des JWT, donc du cache finalement de JWT. Donc quand le tiers 1 interroge le tiers 2, il y a finalement deux requêtes qui vont être exécutées. C'est est-ce que ce JWT-là a bien le droit de voir l'information qu'il demande, nom, prénom ou un solde? La réponse est juste oui ou non. Et en cas de réponse Et positive, cette fois-ci, Varnish va pouvoir servir du cache s'il l'a. Sinon, ça, l'utilisateur c'est aura… super intéressant, hein, Olivier, parce que maintenant, on est en train d'évoluer d'utiliser Varnish seulement comme un cache en direction d'utiliser
Varnish comme un edge-based decision making, un système pour cela. Hein. Et pour les gens qui ne connaissent pas le JWT, c'est une sorte, comment dire, Olivier, une sorte de C'est token, comme le un nom jeton, indique. oui, un jeton d'authentification en fait qui prouve qui on est, avec quel scope on a, avec qu'est-ce qu'on a le droit de faire, ben, pas forcément, on dira qui on est et avec des informations en plus. On peut en rajouter du coup dans le JWT. Donc ça nous permet C'est dans le un cas de... objet vraiment JSON qui est encodé en base Ah, ça veut dire 64, je pense. Hein. c'est ça, oui, oui. Et donc il contient une signature, donc c'est forcément il est protégé. Donc ce jeton permet, c'est plus qu'une clé de session. Et ce jeton permet du coup de nous identifier la requête qui va être créée sur l'API. Il y a quelque chose qu'on a mis en place aussi qui est intéressante. Donc, comme je le disais avant, il y a deux requêtes qui sont faites quand un tiers 1 demande finalement du cache. Il y a quelque chose qu'on voulait mutualiser, donc ce cache pour réduire la pression sur les partenaires. Et quand une personne se connecte avec son mobile, ou finalement c'est le mobile, c'est l'application qui fait office de tiers 1, cette personne a un JWT différent qui va être son tiers 1. Et quand ils vont interroger l'API Varnish, qui est devant l'API de données, hein, le tiers 2, eh ben, il y aura certes une première requête qui va demander est-ce que ce tiers 1 a bien le droit de voir telle information, mais l'information derrière des soldes, du nom, prénom, de toute l'information qu'on va pouvoir mettre en cache, va pouvoir être mutualisée entre tous les différents devices, je veux dire mobile, tous les différents devices. Donc pareil, c'est une pression en moins sur les partenaires, sur le CRM. Donc à chaque fois, on va juste valider que le token a bien le droit de voir l'information. Et dans ce token, Olivier, est-ce qu'il y a des données comme la sol ou c'est trop dangereux pour Non, le non, non, non. faire? Le token, du coup, il est visible côté client, hein. Il contient juste des ID de session, éventuellement des méta-informations. Et après, derrière, nous, on a tel token correspond à tel client, il aura de faire tel scope, etc. C'est revérifié. Et dans le token, non, il n'y a rien. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Hein. C'est un ID de session plus ou moins qui est signé pour être sûr que c'est bien nous qui l'avons généré, que il n'a pas été forgé à droite à gauche. Donc, grâce à ça, on peut le présenter à l'API qui va le valider et donner l'information si les droits sont bons. Donc ça a mis un petit peu de temps à mettre en place. Hein. On a mis, donc dans Varnish, ça a un mécanisme de restart, c'est-à-dire que Varnish prend la première requête, va modifier finalement la requête qui est faite pour en prendre le JWT, l'appeler à une point spécifique pour demander si on a le droit de voir l'information. À ce moment-là, le backend d'autorisation répond oui ou non. Et à ce moment-là, seulement Varnish donne la donnée s'il l'en cache. Parce que ce qui est important aussi, à ce temps, à cette époque, vous utilisez encore Varnish Cache, le service open source, dans lequel il n'y avait pas de composants module de JWT. Donc, vous avez dû créer des regex. toute la logique vous-même. Hein. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai fait la même chose en 2017, je me souviens. Et je sais que c'était assez compliqué avec beaucoup de regex, comme tu On a dis. eu Donc, oui, un certain temps de validation, puis ce mécanisme là, de bien vérifier qu'un JWT d'une personne ne peut pas voir les données d'une autre personne. On a bien vérifié tout ça. Ça a pris un peu de temps, mais on a stabilisé entièrement du coup, le site. Et cette partie très fonctionnelle et a été livrée, je crois, en 2016. parce qu'il faut aussi avoir un composant pour créer le HMAC, pour faire tout ce qui concerne la cryptographie. Hein. Oui, c'est ça. Bon, après, on a refait évoluer par rapport à la version qu'on avait à l'époque, mais effectivement, il y avait un secret à partager entre Varnish et l'API derrière qui les validait pour faire Exactement. avancer. Bon, là, on a mis l'API en place, on a un tiers 1 qui est fonctionnel, qui permet d'être assez fluide. Un nouveau site aussi, donc pour les développeurs, une nouvelle stack Symfony, c'est aussi important. Et on arrive finalement à quelque chose qu'on n'avait pas forcément anticipé, c'est les évolutions bancaires. Donc en 2014-2015, tout se passait à peu près bien sur le périmètre Boursorama, et puis d'autres choses sont arrivées. On a par exemple lancé l'offre parents-enfants. Donc maintenant, les enfants, avant c'était réservé aux majeurs, maintenant les enfants peuvent avoir des comptes chez Boursorama. Et bien ça, par exemple, pour avoir un site, comme on disait, pseudo-temps réel, ça nous a donné une complexité, à savoir quand sur mon compte, je fais un virement, c'est assez facile d'invalider mon compte. Je sais que je viens de faire un virement à l'instant, donc j'invalide mon compte. Quand c'est un virement intercompte, alors j'ai dit parent-enfant, mais ça peut être aussi sur des comptes joints, c'est un peu plus compliqué de se dire, bah zut, je viens de faire un virement, le parent fait un virement à son enfant, l'enfant, quand il rafraîchit son site, lui, il n'a pas eu d'événement comme quoi il a reçu un virement, il n'a pas fait d'événement. Donc il faut quand même trouver un moyen d'invalider sa synthèse de compte pour qu'à son prochain rafraîchissement, il puisse avoir la somme que ses parents viennent de lui verser. On a également le virement instantané qui est apparu, qui est sur le même modèle, où là c'est pire,
c'est autant quand c'est des virements par enfant, c'est la même banque, c'est plus facile à savoir. Là, le virement peut venir d'une autre banque. Donc, il fallait Et trouver des... Varnish contient des possibilités pour invalider le cache. Hein. Dans Varnish Voilà, Cache, d'office, il y a deux. Il y a le purge qui va invalider un URL complet, tandis que ban, qui est indiqué sur le slide, est vraiment une sorte de langue d'expression dans laquelle on peut dire il faut faire un match avec l'URL ou le status code ou un en-tête ou n'importe quoi. Donc, ça vous donnait plus de flexibilité à invalider plusieurs d'objets, je suppose. bah, on avait donc il y avait purge et les bans. On était parti sur les bans sur le principe asynchrone. Savoir le ban, c'est un peu fire and forget. On envoie le ban et il est accepté par Varnish et l'information finalement sera invalidée plus tard dans la session, alors que le purge est bloquant. Pas du soft. Oui, Mais surtout à vraiment. l'époque, Et il faut aussi savoir que si on veut faire un ban plutôt asynchrone, il faut faire, comme on dit en interne, les smart bans, parce que toutes les données requêtes ne sont pas connues dans cet objet. Hein, donc, il faut faire un peu, comment on dit, faire du bricolage, du sorte. c'est ça, il fallait avoir un tag spécial pour faire des smart bans. Alors au début, on était parti sur les bans pour la raison asynchrone. On avait juste pas anticipé qu'on allait avoir finalement beaucoup de bans. Donc il y avait, voilà, c'était les exemples de virements instantanés, on a aussi les passages d'ordre. Quand on peut faire des ordres programmés en bourse, donc quand l'ordre est évalué, il faut qu'on puisse arriver à avoir un mécanisme de notification. On a mis en place des brokers de messages, des choses comme ça pour arriver à faire des bans et à rendre le site finalement complètement dynamique malgré un cache, sauf qu'on a fait des millions et des millions de bans. Et ça arrivait, on arrivait au Et comme on pic voit de... ici, il y a le Varnish Lurker, le ban lurker, c'est en fait un thread dans le processus Varnish D qui va s'occuper à analyser les bans qui se trouvent sur une liste, de ban list. C'est ce qu'Olivier dit avec Fire and Forget. Donc, on envoie une expression ban sur la liste et c'est le ban lurker qui est responsable, qui s'occupe de faire un match entre ces expressions qui se trouvent sur la liste et aussi les objets dans le cache. Et s'il y a beaucoup d'objets dans le cache et beaucoup de bans sur la liste, ça devient un peu plus lourd pour le système, spécifiquement pour le CPU. C'est ça. Donc les performances ont commencé à se dégrader quand on commençait à avoir des millions de bans en journée. À savoir que donc comme c'était différent target, c'est une liste d'expressions régulières à comparer par rapport à l'objet qui va être servi. Donc un objet, au lieu de prendre 10 ou 20 millisecondes à être servi depuis le cache, il pouvait monter jusqu'à 100, 200 millisecondes et donc on dégradait les performances du tiers 1. On a commencé un petit peu à analyser la situation. Une des choses qu'on peut faire assez rapidement, on avait mis des alertes dès que ça commençait à dépasser les centaines de milliers de bans, tout simplement on pouvait restarter Varnish, on flushait le cache et on pouvait avancer. C'était pas optimal, mais au moins on évitait des gros ralentissements. Vu que l'information, on pouvait toujours la régénérer assez facilement. Et en regardant, on a trouvé en fait c'était la librairie justement PHP Symfony Foscache HTTP qui faisait des bans qui étaient très consommateurs en CPU. Truc point étoile, blablabla, point étoile, point étoile, point étoile. Donc une regex assez compliquée à compiler du coup pour le moteur de regex. Et on a réussi à l'optimiser assez facilement en modifiant les paramètres avec une PR qui a été acceptée pour qu'on regagne du coup du CPU. Et on a pu continuer à utiliser des bans pendant un certain temps sur l'espace client pour tout ce qui est virement et autres. Donc là, on avait stabilisé le tiers 1, donc la tiers 1 banque, je vais refaire l'historique. Tiers 1 banque, on est fin 2017 à peu près. On a un tiers 1 banque qui fonctionne, qui appelle une API. Les mobiles appellent également cette API et on a un mécanisme d'invalidation de cache assez performant qui ne prend pas trop de temps. Cette fois-ci, on va s'attaquer maintenant au tiers 1 portail. Avec cette fois-ci maintenant 2-3 ans d'expérience, on va dire, de Varnish, et on entame la refonte entière du site portail d'information. Pendant le temps intermédiaire, il vivait encore, le site d'API présentait encore du HTML, on va dire, en termes de portail. Donc là, cette fois-ci, on va un peu plus loin. On se dit, bon, on a mis un cache devant l'API, maintenant on va mettre un cache aussi devant ce tiers 1. Et tant qu'à faire, on va le développer donc toujours avec les développeurs en PHP Symfony, mais on va également le développer avec des ESI, où chaque ESI finalement aura une durée de cache et un code qui lui sera propre. Ça, Il faut quand même expliquer aux gens ce que c'est un ESI. Donc, c'est l'abréviation de Edge Side Include. Donc, en fait, vas-y. ah oui, donc c'est une sorte, je peux dire, un tag qui ressemble à HTML.
dans lequel il y a un attribut source qui a une référence vers un URL et Varnish et des autres caches aussi peuvent voir cet attribut source, peut voir quel est l'URL et peut l'accéder directement et le mettre en cache dans son propre objet. De sorte que ce que vous voyez, le print screen là-bas, c'est une composition des différents objets dans le cache. Chacun avec son propre TTL, je suppose. Du coup, j'en parle juste après, au slide d'après. Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, où avant on avait des includes de PHP, maintenant, en fait, ça va vraiment être des vrais appels HTTP, où chaque appel va rendre uniquement un petit bloc, le bloc qui lui correspond, avec des durées de cache, cette fois-ci très très courtes. Tout à l'heure, on avait le fameux script qui synchronisait toutes les minutes. Là, on s'autorise à faire du cache de 1 seconde, 3 secondes, 5 secondes, ce qui est un peu paradoxal souvent quand on voit des conférences sur Varnish où les caches, c'est souvent des gros caches. Nous, finalement, ce qu'on a, c'est beaucoup de caches très très courts pour vraiment donner une sensation d'un site dynamique qui donne toujours la dernière information, tout en ayant du cache. Et l'avantage, en fait, d'avoir fait ça, c'est qu'on sait qu'au maximum, on aura tant de requêtes pour chaque page aux bases de données. On ne peut jamais les dépasser, vu qu'il y a le cache devant, mais on admet, on sait très bien que chaque page, potentiellement, si on met un cache à 2 secondes, il y aura 30 requêtes par seconde à cette page potentielle. Mais 30, c'est gérable. Comparé à avant, on n'est plus du tout relatif à l'audience. C'est nous-mêmes qui décidons finalement de la charge qu'on veut avoir sur nos serveurs derrière en jouant sur la durée de cache. Si on veut quelque chose de très très dynamique, ou vraiment si la personne s'excite sur F5, on peut avoir un cache d'1 seconde, et on sait qu'au maximum, ce bloc-là fera 60 requêtes en base derrière. Là où avant, on avait à chaque fois une requête en base et une exécution du moteur PHP. Donc, en termes de CPU, c'était assez gourmand. À partir de ce principe-là, on décide plus ou moins finalement de ce qu'on accorde comme charge sur les serveurs en fonction de l'importance des blocs. Vu que ça reste de la bourse, les gens veulent l'information, on va dire, en quasi temps réel. On peut revenir sur le quasi temps réel. Mais voilà, on a dit qu'un cache d'1 seconde, la personne ne se rend pas compte qu'elle a un cache d'1 seconde entre deux appels qu'elle va faire dans son navigateur. Et ça a été. Et ça devient plus important parce que les gens ne savent pas que même avoir un TTL sur le cache d'1 seconde, que c'est bien indiqué là, peut-être tu peux dire ici SWR. Alors, c'est Stale While Revalidate. Donc, c'est une méthode, je ne sais pas si on peut dire une méthode de cache. En fait, c'est un attribut qu'on peut avoir sur un objet, à savoir de se dire, on le voit en dessous, par exemple, ce bloc-là d'objet que j'ai pris en exemple avait un cache de 3 secondes, mais alors ça s'appelait Grace aussi avant, mais c'est une Grace de 2 heures. Grace est en fait l'implémentation de Stale While Revalidate en Varnish. En interne, chez Varnish, on parle de Grace, mais en réalité, au niveau d'HTTP, on appelle cela Stale While Revalidate. Et le nom, vraiment, ça dit de retourner des anciennes données au même temps qu'on fait une sorte de synchronisation avec le back-end. Donc, ce qui va être intéressant, surtout pour un site d'actualité, c'est finalement, il y a une personne qui va pouvoir payer le déclenchement du rafraîchissement de la page pour les autres. Donc, je vais prendre un exemple. Si on prend le bloc en haut à droite, on va dire qu'il a un cache d'1 minute et une graisse de 2 heures. Pendant 1 minute, Varnish va entièrement toujours servir ce bloc-là, sans souci. Et au bout d'1 minute et X secondes jusqu'à 2 heures, le premier visiteur qui va demander cette page va avoir la même page, qui sera un peu datée, il sera stale d'une certaine durée. Par contre, Varnish va déclencher en background la mise à jour de cette page. Fait que les prochaines personnes auront cette page à jour. Donc ça peut être très intéressant pour avoir un site. Et donc du coup, c'est les visiteurs eux-mêmes finalement qui entretiennent le cache et le rafraîchissement de chaque bloc de page. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tout est paramétrable. Chaque bloc de page, est paramétrable avec une durée, et c'est le développeur qui va toujours mettre avec des notations dans le code de Symfony, va pouvoir annoter la page en cache, la page en stale et la page en erreur. Alors en erreur, c'est combien de temps on accepte de donner la page en question, même si le backend est complètement mort derrière, qu'on a des erreurs 500. On pourrait avoir une page datée aussi, ce qui peut être intéressant. Bon, on voit les erreurs avant livraison, mais on n'est jamais. Et ainsi, on peut avoir un TTL assez courte, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, sans que le site même, le back-end, va souffrir et va être complètement mort, comme tu dis, à cause des visiteurs, à cause de la charge. C'est ça. C'est nous qui, j'insiste là-dessus, c'est assez facile. C'est nous finalement qui donnons la charge sur le back-end.
Si on voit que notre backend peut prendre plus et qu'on a envie de donner plus de dynamicité au client, on peut descendre ce TTL à 1 seconde. Ou si on se dit on va un peu soulager le backend, on va le passer à 5 secondes. Et en fait, les gens vont quasiment pas le voir. Et derrière, de passer à une requête par seconde à finalement une requête toutes les 5 secondes, ça peut soulager les backends. C'est quelque chose qui est vraiment paramétrable par bloc. Je reprends un exemple d'une page, la page cours d'une action. Là, comme on disait tout à l'heure, on a 15 ESI différents, donc 15 blocs. Chaque bloc peut avoir des durées de cache différentes. Chaque bloc peut être partagé avec une autre page. On offre là, un système de paramétrisation du site à nos visiteurs, nos clients. Ils peuvent mettre des blocs, les inclure, faire un petit peu leur page comme ils veulent. Et malgré tout ça, on arrive à avoir un cache pour cette page-là à 95% de cache hit. Et du coup, derrière, la charge serveur, elle est stable. On pourrait avoir plus de clients, on l'a vu, il y a eu le Brexit, la guerre en Ukraine. L'activité sur le site, finalement, n'engendre pas tant que ça une charge sur les serveurs. C'est vraiment quelque chose qui est, par rapport à avant où Fukushima, on a eu beaucoup de mal. Là, on a eu beaucoup moins de mal à encaisser, on va dire, la charge liée aux visites, aux visiteurs, soit les visiteurs curieux qui veulent juste voir comment se passe la bourse, soit voir les gens qui vont passer des ordres. On arrive à beaucoup mieux leur rendre un site opérationnel. Alors, au bout d'un moment, on a quand même passé à Varnish Entreprise, notamment pour cette partie ESI. Donc, Varnish Open Source, Vanilla, je ne sais pas comment on peut l'appeler, permet de faire des ESI, mais ne permet pas de les appeler en parallèle. Parce qu'il y a quelque chose pour le portail, on l'a vu, qui peut être du coup assez intéressant pour améliorer l'expérience client, en fait, que tous les blocs vont se rafraîchir en parallèle. Donc ça, c'était, je pense, l'élément déclencheur pour avoir, en tout cas, commencé à étudier Varnish Entreprise. Il y a également le support en natif pour les backends HTTPS. Donc avant, on avait un peu de la bidouille ou pas du tout, c'est-à-dire qu'on a appelé nos backends en clair. On est quand même une banque, on s'est dit, bon, on va quand même faire les choses proprement. On est passé avec des backends en natif, donc Varnish appelle les backends bancaires sur SSL. On a effectué une migration donc, de BAN vers Xkey puis YKey, qui sont des méthodes optimisées d'optimisation. On en fait toujours autant. Je voudrais bien ajouter que BAN est inclus dans Varnish Open Source. Xkey est un composant open source pour faire aussi des tags. Donc, c'est bien possible d'enregistrer des tags en BAN, mais ce n'est pas optimisé. Comme Olivier avait expliqué, ça devient dur pour le CPU quand il y a beaucoup d'objets, beaucoup de BAN. Tandis que Xkey fait cela nativement d'une façon assez vite, mais qui est très limité dans son API, dans les possibilités. Et YKey, c'est en fait le successeur de Xkey, qui est complètement Varnish Enterprise, qui est aussi optimisé pour notre moteur de stockage MSE. Vous avez compris, on n'utilise pas forcément MSE, on n'a pas de stockage très long terme, mais du coup, l'invalidation, les performances de l'invalidation, on est passé successivement donc, de BAN à Xkey à YKey, avec notamment le Varnish Broadcaster, qui est un composant, un tout petit composant qui permet tout simplement de broadcaster les BAN. Donc, avant, ce qu'on faisait, c'est que chaque page PHP embarquait via des variables d'environnement la liste des serveurs Varnish sur lesquels il devait envoyer les BAN. Désormais, il n'y a que le broadcaster et c'est le broadcaster qui s'occupe finalement d'envoyer la bonne information avant les bans, maintenant les purges via YKey, aux différents backend Varnish. Donc on a gagné aussi un petit peu en performance à ce niveau-là. Avant, c'était vraiment le PHP, le moteur, qui devait faire ses 8, 9, 10 requêtes aux différents backend Varnish. Là, désormais, il ne forge plus qu'une seule requête et la charge est déportée sur le broadcaster dont c'est le rôle. Je voudrais aussi bien dire, Olivier, il y a des questions sur notre composant Q&A et de Nicolas. Nicolas nous demande ce changement de paramètres donc des slides précédents. Il demande ce changement de paramètres est fait manuellement suite à une analyse de la charge du serveur ou un système automatique est mis en place. C'est la question de Nicolas. Pour les durées de cache, c'est ça pour, Oui, je pense que oui. Hein. On a fait, alors c'est entre les deux. De base, il y a les développeurs qui mettent les valeurs qui leur paraissent le plus cohérentes. Et on leur a tout simplement demandé d'avoir des facteurs, de dire attention, là on a de la charge, on va augmenter tous les caches x2, x3, x4 pour réduire la charge. Pour, en cas de forte sollicitation ou des grosses actualités, se dire on a un paramètre où on multiplie avec des ratios.
Donc, c'est paramétrable par ESI au mieux. Et derrière, nous, côté production, on peut se dire d'un seul coup, on va multiplier tout par 2 parce qu'il y a trop de charges et un événement imprévu, ça peut arriver, on l'a vu. Hein, et donc, on paramètre comme ça. Après, Merci. on l'a vu au tout début, ils peuvent refaire une pull request rapidement et réadapter le site aussi. Hein, on livre régulièrement, donc ça peut être aussi à ce niveau-là. Retrigger un purge pour flusher, avoir la nouvelle chose. C'est assez dynamique, mais voilà. J'espère avoir répondu à la question. Je pensais que c'était plus le passage de ban à purge, ou pareil, c'est le module Symfony qui du coup a changé sa méthode entre ban et purge pour le passage. Et également avec le support, on en parlait tout à l'heure, finalement ça nous a apporté un vaisselle plus lisible dans Varnish, avec notamment on a enlevé beaucoup de regex qu'on faisait avant pour les JWT, pour la gestion des cookies, en utilisant les vmodes officiels de Varnish Entreprise. Ça, c'est une simplification, et puis de la maintenance un petit peu en moins. Donc on a également couvert le support Varnish Entreprise, avec lequel on a collaboré par exemple sur le développement de l'exporteur Prometheus. On est toujours fan de Prometheus et on a développé, testé ensemble un exporteur Prometheus qui maintenant, je crois, est disponible pour tout le monde. Et Je l'utilise moi-même, donc merci. il est bien. Je l'aime tellement. Je l'aime tellement. Il faut plus de composants externes pour faire une extraction de ces données. C'est en natif maintenant. C'est en natif. Avant, il y avait un file là, qui faisait un exec pour les avoir. Maintenant, il n'y a plus tout ça. C'est en natif. Et du coup, ça scale bien. On a les bonnes informations. Chose qu'on va faire, qu'on n'a pas encore fait, qui sont disponibles. On va passer à Total Encryption, je pense. On n'a pas ça à l'étude. Et on utilise toujours Itch, qui est notre offload SSL devant Varnish. Je ne sais plus depuis quelle version Varnish Entreprise. J'ai vu que maintenant c'était incorporé dedans la gestion du SSL Oui, entrant. c'est incorporé, mais on support, on aime bien Itch. C'est développé en interne par nos collègues. Et chez nous, on dit utilisez Itch parce que ça vous donne une sorte de tiers de sécurité supplémentaire parce que Itch s'occupe du crypto et Varnish s'occupe du caching. La raison principale pour laquelle il faut vraiment supprimer Itch et utiliser SSL en natif, c'est la puissance, la performance. Si vous voulez dépasser, disons, 150 ou 200 gigas par seconde sur un seul serveur, il vaut vraiment la peine de supprimer Itch et utiliser Itch en natif. Ou si c'est trop de boulot, trop de travail pour gérer un composant supplémentaire sur le serveur. Autrement, utilisez Itch. D'accord, bon, voilà. On n'est pas encore à cet ordre-là d'utilisation. D'ailleurs, j'ai quelques stats pour voir un petit peu ce que ça donne sur Boursorama, l'utilisation de Varnish. Donc, Varnish devant le tier 1, donc Varnish devant le site d'information. On va dire en moyenne, par journée, là, au moment de l'actualité, donc c'est souvent l'ouverture de la bourse à 9 h qu'on atteint les pics d'audience, ou l'ouverture de la bourse américaine vers 15 h 30. On reçoit 10 000 requêtes de nos clients visiteurs. Et ces requêtes sur Varnish engendrent environ 5 000 hits sur l'API. Par seconde, hein, ça c'est important Par à seconde, savoir, hein, voilà. par C'est par seconde. seconde. Et ce qui est assez intéressant à savoir, c'est que Varnish en interne, lui, va cacher jusqu'à 50 000 hits. On l'a vu tout à l'heure, à une page appelée cours d'un site, on a 15 ESI potentiels qui peuvent être déclenchés. Et donc, c'est pour ça qu'il y a 10 000 hits qui sont vus d'un point de vue visiteur, qu'on reçoit nous à Boursorama. Par contre, en interne, Varnish va proposer, du coup, elle va cacher jusqu'à 50 000 hits par seconde et servir à ces pages grâce aux ESI. Donc, c'est quelque chose qui est quand même très intéressant en termes de performance. Ça marche super bien les ESI. Et derrière, on a quand même un site avec 5000 hits sur nos backends. Donc nos backends travaillent quand même tout le temps. Ce qu'on peut appeler l'origine des API travaille, mais à un rythme qu'on peut maîtriser. Donc c'est à 5000. Tout à l'heure, comme je le disais, si on dit d'un seul coup on a un problème sur les serveurs, on peut peut-être atteindre 2000 ou 3000 hits par seconde en faisant évoluer cette notion de cache. En termes de bande passante, cette année, c'était l'Ukraine qui nous a fait le plus gros événement avec on a sorti 10 gigabits de bande passante. Alors, on est très très loin des CDN avec des vidéos, des choses comme ça. Il faut voir que c'est un site qui ne sert que d'informations, du JSON ou des choses comme ça. Donc c'est quand même un bon débit pour un site d'information. Absolument, parce que j'ai fait des tests moi-même avec un démo, avec seulement du texte. Il faut avoir beaucoup de requêtes pour aller à 10 gigas. Hein, donc, ça fait beaucoup de hits. Et voilà, si c'est pas du vidéo, on n'héberge pas de vidéo, donc il n'y a pas de stream de vidéo où là, d'un seul coup, ça peut être très rapide. C'est vraiment des hits qui vont prendre du CPU Varnish, potentiellement du CPU derrière sur
la stack tier 1 PHP Symfony, qui vont refaire des hits à un varnish tier 2, qui va reprendre des stacks jusqu'à des MySQL. Donc c'est un bon chiffre. En termes de pourcentage de cache hits, généralement on atteint 99%. Par rapport aux 95 que je disais tout à l'heure, c'est tout simplement les gens vont se contenter de la page de gare, les choses les plus vues. Et peu de personnes finalement zooment sur une actualité. Peu. Il y en a quand même, hein, mais c'est pour ça le chiffre. On est vraiment à 99 en statistique globale de cache hit sur ce site. Et on le fait avec 8 serveurs en Varnish. Principalement pour des raisons de CPU. En fait. Ça, c'est pas la bande passante du coup qui limite, c'est vraiment les CPU, les ESI, le calcul qui est consommateur de CPU. Le Varnish devant l'API, lui, en fait, tient 20 000 à peu près requêtes secondes au maximum dans la journée. Dans les 20 000 à noter qu'on est toujours à 400 purges par seconde. Donc purge, c'est les invalidations de cache, donc on est passé de ban à purge. Ce qui reste un volume assez constant. Si on imagine qu'il y a 12 serveurs Varnish, c'est que le broadcaster envoie 12 fois 400 purges par seconde à tous les serveurs. Et donc Varnish doit à chaque fois invalider son cache 400 fois par seconde pour les objets en question. Et j'assume aussi que je suppose aussi que ce sont pas une purge complète du cache, c'est très spécifique Non, aux données qu'il faut voilà. invalider. Hein. Ça peut être invalide-moi les données de tel client. Donc là, purge marche avec un tag. On aura le tag, le numéro du client, ou ça va être les opérations d'un client, ou ça va être une information bancaire. Je vais dire, on va changer le taux du crédit immobilier. On va faire un purge de taux immobilier. Et toutes les pages qui avaient ce taux-là en dépendance en tag vont être purgées. C'est vraiment Sans devoir savoir l'URL qui est touché. Hein. C'est vraiment les tags. Et ça vous donne la exactement. flexibilité d'invalider. Chaque page a une multitude de tags, 20, 40 tags, et du coup, on purge uniquement un tag. Et après, c'est un arbre qui liste tous les tags associés toutes les pages associées à tel tag. Et alors, le cache hit du coup de l'API, forcément, c'est pas un cache hit à 99%, on est à 60%, ce qui est déjà très très bien. C'est-à-dire qu'on soulage quand même nos back-office d'un certain nombre de requêtes, et c'est très satisfaisant. Et tout ça, on n'a que 100 gigas en cache, parce que finalement, les opérations bancaires, les noms, prénoms, c'est que des petits objets JSON. Donc, on n'a pas besoin, ce que je dis dans la slide d'avant, on n'a pas besoin de MSE, de gros stockage sur des teradisques. Nous, on utilise vraiment Varnish en tant que cache de données de JSON, principalement, pour des durées très courtes. Si bien qu'on peut perdre le cache, ce que je disais tout à l'heure, on peut très bien perdre le cache. C'est pas très grave, on le recalcule très très vite et ça fait juste quelques requêtes en plus sur le back-end, mais on arrive à le faire. Et en termes d'API, on a 12 serveurs Varnish pour tenir les API. Donc ça, c'était nos gros projets de Varnish qu'on avait identifiés, tier 1, portail client, tier 2 API. Et au fur et à mesure d'avoir utilisé Varnish ces années, on s'est aperçu que finalement, c'est un outil qui était assez pratique à mettre en place et utile. Utile notamment pour du SEO, pour du performance web ou du référencement. On avait ce qu'on appelle le Il y a encore suivi. une question Ah, de Nicolas. Question au niveau de Itch. Est-ce que Itch supporte proprement OpenSSL 3.0 et HTTP2? Je dirais HTTP2 certainement. OpenSSL 3.0, je ne sais pas par cœur, mais je vais demander à nos développeurs, spécifiquement au gars qui a développé le Itch, et je vais vous répondre. Je pense qu'on a vos coordonnées. On va vous envoyer un email avec la réponse. alors moi, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'utilise pas Itch comme offloader principal. Devant, on a des load balancers qui vont, eux, faire toute la partie SSL et ils rechiffrent après derrière pour parler à Itch, pour qu'on soit toujours enchiffré dans le data center. Et du coup, on n'a pas besoin, le HTTP2, il est fait avec nos load balancers en amont auprès du client. Et en interne, on n'a pas besoin. Donc, je n'ai pas la réponse, je suis désolé. Non, mais je vais demander aux développeurs. Mais voilà, nous, on a un load balancer en amont qui load balance du coup sur les 12 varnish et des Itch locales à 12 varnish et ça se passe très bien, on n'a pas de souci avec Itch, mais il a une configuration assez simple finalement et on ne doit pas être en HTTP2. On a 1.1 et puis ça pipeline les requêtes tout simplement. Je disais donc pour la partie varnish, ce qui était intéressant aussi, même sur des sites, là ce qui nous a intéressé avant, c'était la charge serveur qu'on avait. On avait vraiment un site qui prenait des requêtes SQL. Quand il y avait de l'actualité, on avait des problèmes de performance, de charge sur les serveurs. On avait d'autres sites, le site vitrine, c'est le site quand les gens vont sur www.boursorama-banque.com. C'est une vitrine, c'est un site complètement statique, on sert du JS, des images, et c'est tout. On n'avait jamais eu de problème de charge dessus.
Le site, je crois, s'affichait en 1 seconde 2, 1 seconde. Pour un client, c'était bien. On a eu de plaintes comme quoi le site était lent. Et on s'est aperçu que le SEO, finalement, était sensible au temps de réponse. Et que même si derrière, on avait du Nginx qui pouvait cacher l'image et qui servait très rapidement une image, de mettre Varnish devant pour cacher l'intégralité du site, ça nous faisait gagner 100, 300, 400 millisecondes et on avait du coup un meilleur ratio. Donc on l'a déployé sur tous nos sites statiques, les sites Angular vus qui servent que faire du JS, des choses sans complexité. On a vu un intérêt à le déployer pour le SEO. C'est une première utilisation qui était du coup, on va dire, du bonus. D'autres projets forcément ont évolué. On l'utilise actuellement aussi pour devant une API Ceph, devant la Rados Gateway de Ceph, qui est une API S3. Et avec les nombreux vmods que fournit Varnish, ça a été assez facile d'exposer finalement cette API Ceph avec du coup du rate limiting, du throttle, etc. devant cette API. C'est un peu le couteau. Donc, pour clarifier, c'est pas vraiment du vrai S3 d'Amazon, mais une sorte d'interface S3 pour votre propre système de Il stockage. y a plusieurs systèmes de stockage qui proposent des interfaces S3, des API S3, dont Ceph. Il y a Minayo aussi qui en propose. D'exposer ça au public ou à des partenaires, c'était un peu compliqué. En termes de performance, par exemple, on voulait un peu limiter ce qu'ils peuvent faire. Bon, voilà, on a mis Varnish devant. Alors cette fois-ci en reverse proxy, il n'y a pas de lien vraiment avec l'application, il n'y a pas de ban, il n'y a pas tout ça. Mais avec les vmods, on arrive à protéger finalement assez rapidement un site qui n'a pas ce type de protection en natif. On a également, donc ça rejoint un petit peu aussi la partie throttle, GeoIP. On est une banque française. Nos clients sont principalement en France quand ils vont sur notre site. Ils vont en vacances forcément donc à l'étranger, mais en termes de pourcentage, on a 99% du trafic qui est français. C'est assez facile de dire bon, on va mettre un throttle si quelqu'un commence à taper très fort. On peut faire un throttle, on peut limiter des URL pour un continent, des choses comme ça avec Varnish. Il y a un vmod GeoIP qui marche très bien pour ça. Et on arrive du coup à restreindre ou être alerté, à loguer des choses aussi en fonction de ce qui se passe. Donc très intéressant ce vmod. Des petits hacks, on parle rapidement. Des modes Xbody où des fois on doit exposer des JS de partenaires. Si on met bêtement le JS sur notre site en référence avec l'URL du partenaire, si on a une forte actualité, on peut le faire tomber, c'est déjà arrivé. Donc ce qui peut être fait, c'est qu'on héberge nous-mêmes le JS et du coup on fait reverse proxy pour le partenaire. Le fait de l'héberger nous-mêmes, ça permet aussi au client d'éviter qu'il refasse une session SSL vers un autre partenaire. Donc on utilise le même flux HTTP2, on disait. Et ça permet en plus de voir ce que le partenaire expose comme JS à nos clients. En termes de sécurité, c'est aussi intéressant. Donc ça, on peut le faire avec. Et pour ça, vous utilisez Xbody, je suppose, Voilà. Xbody Dynamic Backends. Donc, vous changez vraiment le contenu d'HTML en Varnish avant de le stocker. Olivier, tu es encore là? On a perdu le volume. Oui, on a perdu le volume, Olivier. Allô, Olivier? Comme vous voyez, on est presque à la fin de la présentation. J'espère que Olivier va encore retourner. C'est le micro. Je pense que c'est le micro, oui. En fait, ce qu'Olivier voudrait bien dire, que les fichiers JS externes, comme il a indiqué, si vous ouvrez une session TLS et on est aussi dépendant de la puissance des serveurs externes, ce qu'il fait, c'est en fait télécharger ces JS en interne, cacher en interne et changer l'HTML en Varnish, de sorte que c'est plus une URL externe, mais une URL en local, et ainsi il peut optimiser. Allô? Voilà, il est là, il est là. Oui, non, je n'ai pas Allô, compris. Olivier. Pourtant, j'avais de la batterie, j'avais tout, je suis désolé, je n'avais pas compris les mystères. Ouais, j'ai encore expliqué le truc que vous Mais je avez vous fait attendais, moi. au niveau petit hack. J'espère que j'ai bien expliqué. Si ce n'est pas le cas, veuillez ajouter Alors, du coup, des détails.
Sur Xbody ou sur le dernier hack à base Ouais, d'API ouais, Gateway? sur LAC, hein, donc Xbody, c'est un composant Varnish Enterprise qui vous donne la possibilité, avec des regex, de changer ce qui est retourné par le serveur d'origine et le stocker en cache. Voilà. Donc l'avantage, c'est qu'on a du cache aussi de ce qui est fait. Donc en termes de performance client, c'est intéressant. Dernière chose aussi qu'on a fait avec Varnish qui était intéressant, c'est du coup, là, c'est un peu à la mode de faire des microservices à droite à gauche. Et on a un peu transformé notre Varnish d'API, qui était devant l'API historique, en une sorte d'API gateway avec Vmode Rewrite. On peut facilement rajouter des URL, de dire telle URL et telle passe dans l'URL, finalement, on l'envoie sur un autre microservice. Et donc ça, on le fait avec Vmode Rewrite. Et ça permet assez facilement de transformer du coup un Varnish en sorte d'API gateway. Et on a gardé finalement le système de JWT dessus aussi. Donc ça nous a permis également de mettre en place des microservices assez rapidement sans casser l'architecture, toujours avec cette modèle de tier 1, tier 2. Voilà. Et Voilà. on n'a que 3 minutes, je suppose. Désolé Donc, pour la coupure son. non, mais c'était pas super long. Hein. On a déjà eu certaines questions. S'il y a encore des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Moi, j'ai une question pour toi, Olivier. Pourquoi Oui. Varnish et pas d'autres technologies? On n'a pas réussi à trouver une autre technologie qui faisait ça, en fait. C'est-à-dire qu'on a regardé d'autres systèmes de cache et les autres systèmes de cache n'avaient pas ces mécanismes faciles de purge, de ban, de couteau suisse HTTP, de manipulation avancée de requêtes, que ce soit de requêtes en entrée, de pouvoir manipuler facilement les headers d'une requête qui nous arrive et également de manipuler facilement les headers qui repartent vers nos clients. Parce que ce qu'on veut pas, c'est que par exemple, qu'il y ait du cache chez nos clients. Si là, on surfe sur le site, si on regarde les headers, on verra qu'il y a du cache control, no cache partout, en fait. Le cache, il est situé chez nous. On veut pas que l'information bancaire se situe dans des caches des proxys d'entreprise ou que les clients, leurs clients navigateurs commencent à cacher des choses sur leur information et qu'ils fassent un virement et qu'ils se rendent pas compte. Donc, cette capacité à manipuler facilement HTTP, on l'a trouvé dans Varnish. Voilà. Grâce à VCL, je suppose. À la puissance du VCL, la syntaxe est vraiment intéressante et facile à prendre en main pour tout le monde. On avait essayé avec Nginx, faire du Lua, par exemple. On peut faire des choses, mais on n'a pas trouvé de choses assez poussées comme on peut le faire avec. Voilà. Merci, Olivier. Merci pour la présentation. Aussi, merci aux visiteurs ici. S'il y a encore des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez sans doute les données de Cynthia. Je vois ici des gens qui disent merci pour la présentation, c'était intéressant. Et à Nicolas, on va vous contacter avec la réponse de votre question. Et merci. Passez une bonne soirée et à la prochaine fois. Merci. Merci. Au revoir.